Bonsoir à tous. Merci d'être venus à ce 43e Perfug. Je suis très content de voir autant de monde parce que j'avais un peu peur en fait au mois de juillet. Et en fait, ça va être peut-être l'un des Perfug les plus remplis. Et c'est bien parce que le thème est très intéressant. Donc, je vous présente David et Karl d'Augury qui vont nous parler de leur retour d'expérience, comment ils ont optimisé leur site, comment ils ont réussi à tenir, alors non pas des millions, mais des milliards de requêtes par seconde. Donc ça prévoit quelque chose de très intéressant pour le talk de ce soir. Une quarantaine de minutes, et puis ensuite un quart d'heure de questions-réponses pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et puis ça sera suivi d'un petit pot où on pourra continuer à parler de tout ça. Au niveau logistique, les locaux ferment aux alentours de 21h30. Donc à 21h30, je commencerai à vous demander de quitter la salle pour qu'on puisse ranger, remettre en place les chaises. La prochaine session, là on va faire une pause pendant l'été, ça va être le 30 août. Et une petite page de pub pour le sponsor, Octo. On est dans les locaux d'Octo, donc Octo nous fournit les locaux et le pot. Et Borémy, Benjamin et moi, on fait partie d'Octo. Octo recrute sur les sujets aussi larges que Big Data, que de l'architecture applicative. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir parler à Borémy, Benjamin ou moi. Voilà, moi j'ai déjà assez parlé. Je vais tout de suite laisser la parole au speaker pour une autre présentation sur les perfs. Merci beaucoup. Allô? Allô? C'est bon. T'enchaînes. Bonjour à tous. On m'entend? Ok. Bonjour à tous. Merci d'être venus nous écouter et surtout écouter l'histoire qu'on a à vous raconter sur l'évolution de Augury. Donc aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on a eu la chance de connaître. Ça veut dire de partir d'un petit truc, d'un petit POC à quelque chose de assez gros. Et aujourd'hui, on est capable d'encaisser plusieurs milliards de requêtes par jour. Donc voilà. Effectivement, donc quand on dit un POC, au début c'était vraiment un POC. Donc avec les investisseurs, on était deux développeurs qu'on a commencé à travailler sur un projet orienté à tech. Et on s'est trouvé qu'au bout d'un mois, donc le POC il était fait, et on s'est trouvé que d'un jour à l'autre, on a mis tout ça en prod, et on s'est trouvé avec une charge très forte, et on a dû gérer ça au fur et à mesure, et c'est ce qu'on va vous expliquer. Donc je me permets de nous introduire aussi. Je vous présente Carles Sistari qui fait partie de la team d'origine de Augury. Il faisait partie du premier développeur en fait, de l'entreprise. Aujourd'hui, il est responsable de la team Delivery qui a pour but de délivrer la meilleure pub possible à une personne et bien sûr le plus rapidement possible parce que comme on sait dans tout ce qui est publicité, le plus gros challenge c'est la vitesse de livraison de la pub. Carles est aussi committeur Kafka Node sur le module Node.js et il a aussi créé le module gRPC Promise en Node.js. Et voilà, donc David Caramello, aujourd'hui donc tech lead de l'équipe SWAT chez nous. L'équipe SWAT pour nous c'est une équipe un peu transverse qui gère un peu les urgences de toutes les équipes et la personne la plus bien positionnée dans la boîte c'est David parce qu'il a déjà travaillé depuis 2 ans dans plusieurs projets chez nous. En plus David il est speaker DevOps et en plus au sein de la boîte c'est aussi Craftman et Scrum Master par référence. Donc,
Alors, avant de parler de ce qu'on a fait, on va aussi vous introduire un peu notre métier et qui on est. Donc, comme vous l'avez compris, Augury, c'est de la pub, mais ce n'est pas que de la pub, parce que, en fait, la partie ad server, c'est vraiment la petite partie émergée de l'iceberg. En fait, Augury se positionne plus comme une plateforme data mobile, car en fait, on a accès à plus de 400 millions de profils uniques, c'est-à-dire c'est des SDK qui sont dans la nature sur des téléphones et peut-être vos téléphones. Et en fait, on a la possibilité d'analyser ces comportements et de pouvoir servir la pub la plus pertinente aux utilisateurs. Ça permet aussi derrière de moins spammer les gens, parce que comme la pub est plus pertinente, les pubs sont plus performantes, du coup on a besoin de moins d'afficher de pub et du coup l'utilisateur est plutôt content d'utiliser son app, en gros, son app gratuite. Des choses à... Oui, du coup, on fait aussi une évolution vers le programmatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on a plein de campagnes publicitaires qu'on sert dans tout notre parc de SDK, donc de téléphones dans le monde, et l'objectif c'est d'évoluer vers le programmatique, c'est-à-dire que n'importe qui peut se connecter sur notre interface et programmer une campagne comme on peut faire sur Google AdWords ou n'importe. Aujourd'hui, on est plus orienté professionnel et c'est plutôt des commerciaux qu'on contacte pour programmer les publicités. Demain, ça sera une interface, il n'y aura plus de contact humain, ça sera directement une interface et on pourra faire ça automatiquement avec des ciblages automatiques et optimisés par des algos en arrière, enfin en maison, quoi. Voilà, donc juste pour vous expliquer un peu plus en mode schéma, donc ce qu'on fait, donc comme David dit, donc à la base on est un ad server qui sert à la publicité comme tant d'autres. Donc c'est-à-dire Augury, donc il possède plein de SDK, donc plein de petits bouts de code qu'on intègre dans des applications, des publishers qui veulent monétiser leur application. On met leur SDK. De l'autre côté, donc on a des advertisers qui veulent nous payer pour afficher leur publicité dans notre parc mobile. Et donc ça c'est la partie ad server, mais en plus ce qu'on rajoute comme truc, c'est qu'avec l'acceptation des utilisateurs, ils acceptent que nous on analyse leurs données comportementales, et grâce à ça on arrive à afficher, comme David disait, la bonne publicité à la bonne personne, donc moins de publicité et plus performante côté advertiser. Ils sont plus contents parce que les gens ils veulent vraiment cliquer, c'est pas des clics d'erreur comme ça arrive plein d'autres fois. Et aussi, côté publisher, ils sont aussi satisfaits parce que comme on affiche moins de pubs dans leur application, les gens sont moins usés en fait et moins tendance à désinstaller leur application. Et ils perdent aussi ils perdent pas d'argent parce qu'on paye beaucoup plus cher les impressions sur leur application comparé à Google ou Facebook. Il faut savoir qu'on est en concurrence directe avec Google et Facebook. Donc, l'architecture de départ. Vous imaginez bien que quand on fait un POC, on va au plus simple, au plus rapide. Au départ, notre SDK était assez simple. Bien sûr, quand on fait un SDK Android, on doit y penser à tous les devices possibles dans le marché, toutes les versions tunées de Android sur le marché, notamment des mobiles qui viennent de Chine, etc. Du coup, tout ça n'avait pas été pris en compte dans la première version. Ensuite, on avait un gros ad server monolithe qui servait à tout, à la fois pour gérer les demandes publicitaires, les trackings publicitaires et aussi la récupération de la data. Vous imaginez bien qu'une machine qui fait tout, c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Et justement, pour analyser tout ce qui est statistiques business, ce qu'on appelle les statistiques business, c'est les trackings d'impression, les trackings de clics, pour les plus connus, il y en a d'autres. En fait, au départ, on avait choisi des outils comme ça, à vue de nez, et ils se sont avérés qu'ils n'étaient pas très adaptés à ce qu'on avait besoin. Voilà, donc un mode schéma, ce qu'on avait. Donc l'Android SDK qui est installé partout dans le monde. Dès que, du coup, en termes de messages, d'échange avec les serveurs, ce qu'on avait, c'est un message profil qui, à chaque fois qu'on installe un nouveau SDK dans un nouveau device, on crée un profil d'utilisateur, donc taille d'écran, réaction d'Android, des trucs dont on a besoin pour servir en pub. Ensuite, on demandait l'acceptation explicite des utilisateurs avec un petit écran qu'on affiche s'ils étaient OK pour partager leurs données et qu'on les analyse.
et toujours en accord avec les guidelines Google et toutes les lois européennes par rapport à toute la précocité. Et ensuite, en fonction de ça, donc on calculait des data et tout. Et à chaque fois que le publisher, il décidait dans son app, en tout cas dans un endroit précis de son app, il veut afficher une publicité, il fait un appel at request, un appel de pub chez nous. Et nous, donc, on lui affiche une pub ou pas, si besoin. Ensuite, Monolith, qui faisait tout, comme disait David. On avait une base de données NoSQL, Couchbase, pour ceux qui ne connaissent pas, donc base de données Couchbase sur accès clé-valeur, c'est comme un même cache qui avec de la persistance disque, donc en plus c'est très rapide. Et on profitait aussi d'une fonctionnalité qui est à Couchbase, c'est ils font des traitements MapReduce, c'est un truc qui s'appelle des vues, les vues Couchbase. En gros, c'est une espèce de traitement MapReduce de toutes les clés qui rentrent et que ça te permet donc de voir les résultats en presque live. Avec des API, avec des appels API. Et du coup, derrière, donc, on avait une petite interface en Rails faite pour gérer toutes les campagnes publicitaires qui montrait aussi toutes ces stats précalculées par Couchbase. Et donc voilà. Le POC au début, c'était ça. Ça avait l'air de marcher. Mais... Et à la mise en prod, les premiers soucis ont commencé. Donc là, pour la petite anecdote, c'est une photo de Carles lorsque les 50 premiers 1000 users se sont connectés. Les 50 000 premiers users, c'était en quelques heures après la MEP, pour l'information. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec un trafic explosif, avec une architecture pas du tout adaptée au trafic qu'on venait d'avoir. Le nombre de connexions explosait. On avait beaucoup d'erreurs SDK. Comme je vous ai dit, la première version du SDK était très simpliste et on n'avait pas prévu tous les cas, il n'était pas blindé, etc. Donc il y avait des crashs, des restarts, on recevait des requêtes en double, on avait des tracks en double ou il manquait des tracks. Ce qui fait que les métriques de business étaient vraiment pas fiables. Donc dans un métier comme la pub, des métriques pas fiables, ça veut dire qu'on n'est pas rémunéré ou alors qu'on paye trop parce on considère qu'on a fait trop d'impressions ou il nous manque des impressions. Enfin bref, c'est pas du tout bon pour le business. Et en plus de ça, les temps de réponse étaient vraiment très très longs. On va dire que c'était supérieur à 300 millisecondes parce qu'on a honte du vrai résultat. Du coup, bon, vous, tous ces problèmes-là, donc on s'est posé. Il faut dire que donc au sein de la boîte, ces problèmes de perf, c'est ce qu'on dit, c'est des problèmes de riches parce que finalement, c'est des trucs qu'on fait vu qu'on a des très bons commerciaux qui ont beaucoup de pouvoir de plug des SDK un peu partout dans des grosses apps. On peut se trouver tout d'un coup, d'un jour à l'autre, dès qu'ils font un update sur le Play Store, il y a beaucoup plus de trafic qu'on avait le jour d'avant. Donc, du coup, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on s'est dit il faut optimiser la charge déjà, première étape. Et on a essayé d'asynchroniser le process pour essayer de décharger le monolithe qui n'arrivait pas trop à tout traiter. Donc à l'époque, on a pris la décision d'introduire Kafka dans notre architecture. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Kafka, c'est une pile de messages qu'on peut. Donc il y a plein de producteurs qui envoient des messages et des logs qui sont retenus dans un cluster de serveurs pendant 1 heure, 2 heures, où on peut configurer tout le temps qu'on veut. Et après, de l'autre côté, donc, il y a des consommateurs qui consomment tous ces messages-là, qui peuvent consommer en parallèle, et que du coup, ils peuvent se répartir la charge pour traiter des données qui ne sont pas nécessaires d'être traitées dans le front comme on faisait jusqu'à maintenant, quoi. Ensuite, donc, du coup, grâce à Kafka, on arrive à découper le monolithe. Et une grosse optime qu'on a fait, c'est à niveau du SDK, c'est de pouvoir les maîtriser à distance. C'est-à-dire, ce qui se passait, c'est que les SDK, une fois qu'ils sont dans la nature, tu ne peux pas changer, c'est un bug, et ça commence à envoyer des doublons, tu commences à recevoir trop de trafic parce que tu as fait une erreur. Là, tu peux rien faire. Du coup, on s'est dit, bon, on n'est jamais à l'abri de trucs comme ça, parce que parfois les problèmes ils sont liés à une version spécifique ou à un Samsung avec un truc bizarre. Donc, on s'est dit, il faut à tout coup qu'on puisse maîtriser ce comportement à distance. Du coup, ce qu'on fait, c'est que côté serveur, on peut envoyer des messages pour configurer tout. Donc, arrête d'envoyer de data ou arrête d'envoyer des ad requests, plein de trucs comme ça qu'on va expliquer plus tard. Donc là, on reprend le premier schéma, on le fait un peu évoluer. Donc, comme Carles l'a dit, on a rajouté
une étape où on est capable, toutes les 6 heures ou 12 heures, c'est configurable, le téléphone ping nos serveurs et on est capable de lui renvoyer une configuration en lui disant je sais pas, moi, au Chili, j'ai pas besoin que tu m'envoies de la data ou tu me fasses demande de pub. De toute façon, j'ai pas de campagne pour toi. Donc, il peut s'éteindre, se mettre en veille pendant 6 ou 12 heures et on peut le réactiver par la suite. Donc ça, c'est une première optime pour éviter trop de charges alors qu'on n'en a pas besoin, pour éviter des appels inutiles. Ensuite, comme Carles l'a dit, on a ajouté Kafka dans notre architecture afin de traiter et d'empiler toutes les requêtes qui arrivaient pour lesquelles on n'avait pas besoin d'un traitement immédiat. C'est-à-dire qu'on envoyait une 200 au mobile en disant c'est bon, j'ai bien tout reçu. Et derrière, il y avait des consommateurs qui consommaient tout ça et qui stockaient tout sur S3. Il faut savoir que tous nos événements qui arrivent, techniques qui arrivent directement sur Fronto, on les stocke en brut sur S3 pour pouvoir les retraiter ou les analyser plus tard. Donc quelques chiffres par rapport donc, à l'installation de Kafka. C'est un truc qu'on a fait donc, il y a assez longtemps au début de la boîte. Ça continue, c'est un outil qui fonctionne très bien, ça encaisse très bien la charge. Et donc du coup, on en est arrivé aujourd'hui à un point où donc aujourd'hui on est stock, il reçoit 1 terabyte, 1 teraoctet par jour de lock GCP. Ça fait 60 000 messages par seconde qui encaisse. C'est l'équivalent de 1,5 milliard de requêtes HTTP qu'on reçoit de tous nos parcs mobiles. Et voilà, donc ici vous avez la conf des machines, il y a 12 machines Zookeeper et 12 machines Kafka et 5 Zookeeper. Et un petit point par rapport à la conf Kafka, pour ceux qui connaissent un peu plus. Donc on a 30 topics. Chaque topic, il faut considérer comme une table MySQL où tu peux stocker tous les logs. 30 types de logs différents, si vous voulez. Chaque topic, il contient 16 partitions. Ça, c'est ce qui vous permet d'escaler plus tard. C'est-à-dire que chaque consommateur, c'est un thread qui consomme une partition. Donc, si vous avez 16 partitions, vous aurez au max 16 threads qui traitent tous ces messages-là. 24 heures de rétention. Donc, ces logs-là, ils sont stockés, c'est configurable à ça aussi. On peut ils restent dans l'architecture de Kafka pendant 24 heures. Comme ça, ce qui se passe, c'est que si un consommateur, tout d'un coup, il crash, il s'arrête, après il peut restarter donc, au bout d'une heure et rattraper les logs. Il ne faut pas que ça dépasse 24 heures, parce que sinon on commence à perdre des datas. Un facteur de réplication de 3 pour la résilience. Donc s'il y a un node qui tombe, il n'y a pas de souci. Et un petit tips aussi, nous, ce qu'on s'est trouvé, c'est qu'il y a quelques topics qui contiennent beaucoup plus de données que les autres et que du coup, ils ont besoin de beaucoup plus de consommateurs que les autres pour traiter toutes les données en temps réel. Et du coup, on s'est trouvé qu'avec 16 partitions, donc 16 threads, 16 consommateurs, c'était pas assez. Et donc pour tous ces topics-là, il faut prévoir de mettre beaucoup plus de partitions parce que ça, quelque part, ça va être la limite de vos consommateurs. Tu peux le faire en live, tu peux rajouter des partitions, mais une fois que c'est live, si tu veux zéro downtime, c'est un peu plus compliqué. Nous, on a plein de problèmes de rajouter des partitions à la volée. Donc voilà, la première étape, ça a été vraiment d'essayer de tenir la charge. Donc voilà. Et la deuxième étape, ça a été de fiabiliser nos métriques métiers. Alors pour ça, on a abandonné la partie vue de Couchbase, même si Couchbase on l'a gardé en tant que tel, en tant que base de données pure. Par contre, tout ce qui est vu et leur pseudo-traitement MapReduce en live, il encaissait tellement de documents qu'il n'avait même pas le temps de traiter les premiers documents, qu'il y en avait déjà autant qui étaient arrivés. Donc on a abandonné l'idée et on a introduit la suite élastique en remplacement de tout ce qui est statistique et visualisation, etc. Donc on a introduit la suite ELK, donc Logstash, Elastic, Kibana. Et toutes les métriques sont stockées sur S3 et le chargement de ces métriques se font directement voilà, pour pouvoir les exploiter sur ELK, quoi. Donc, ça c'est toi. Ah bon, ok, pardon. Donc ici on a un schéma qui évolue encore. Comme on vous a dit tout à l'heure, c'est qu'on a essayé, maintenant qu'on avait Kafka, on a essayé de traiter les logs métiers en background, parce qu'au moment où le téléphone envoie le ping de track, etc., le téléphone lui s'en fout qu'on ait pris en compte que le mec il a bien imprimé la pub. Donc tout ça, ça a été déporté dans un service qui s'appelle MSStat, donc Statistic Business. Hein.
Et ce qu'on fait, c'est que les logs bruts du téléphone, qui est des logs assez techniques, sont enrichis. Et ils sont aussi, il y a une certaine logique métier qui est la logique de facturation, parce qu'il faut savoir que dans la pub, il y a plusieurs types de facturation, comme les app install, ça veut dire qu'on les facture que quand la personne a installé une app, ou c'est du branding, ou c'est juste de l'affichage, ou de la vidéo quand la personne a regardé un certain temps la vidéo, qu'on facture du coup au client. Et du coup, toute cette logique-là est déportée dans ce service-là. Et les logs les logs bruts et les logs retraités sont consumés par toujours le même service qui est là juste pour emmagasiner les messages qui sont dans la queue Kafka, et ils sont stockés sur S3. Et derrière, on a un Logstash qui va lire tous ces messages-là et qui vont être exploités par Kibana, enfin, voilà, classique. Ici, on a un dashboard, un exemple de dashboard qui est chez nous, quoi, pour suivre les métriques de campagne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on l'utilise toujours. C'est un outil Kibana qui est assez technique à la base, mais pour nous, les traffic managers et les campagne managers, ils s'en sortent très bien. Avec un peu de formation, ils arrivent à faire des beaux dashboards, etc. Alors aujourd'hui, ça répond aux besoins. Demain, il y a de grandes chances qu'on fasse un truc un peu plus custom que Kibana. Encore quelques chiffres, donc juste pour information, pour avoir une idée de ce qui encaisse, c'est Elasticsearch chez nous. Donc on est à en gros 200 messages par seconde ingérés dans le cluster depuis donc, les débuts d'Augury, depuis le jour où on a mis en place tout ça. Donc ça fait quand même pas mal de données. Ça tient très bien la charge, il faut dire. Si un jour tu as besoin de plus de machines parce qu'il n'y a pas assez de place, donc tu le rajoutes, c'est très escalable. Le temps de réponse, c'est toujours le même. Comme vous dit, c'est les BI chez nous, c'est les traffic managers, c'est les clients qui se connectent sur notre interface web pour suivre donc leur monétisation. Tout le monde se connecte et ça se passe très bien. Voilà. Bon, en termes de bytes par seconde, c'est 300. Voilà, par rapport à la conf qu'on a fait, donc nous, ce qu'on a été obligé de faire quand même, c'est de ne pas stocker les sources chez Elasticsearch. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de ne pas stocker, on indexe chaque log, mais on ne stocke pas le contenu. C'est-à-dire, on ne peut pas faire un select étoile comme on ferait sur une base de données MySQL, avec les contenus de toutes les colonnes. Mais par contre, on peut faire des groupes by et des sums et des trucs comme ça. Donc il indexe, mais il ne stocke pas les sources. Si on voudrait, parce que par exemple, il faut absolument faire un select de plusieurs champs parce qu'on veut débugger un truc, pas de souci, tout est stocké sur S3 grâce à Kafka. On peut recharger donc, une partie de données sur Elasticsearch et comme ça, on a toutes les sources. Ça se passe très bien. En termes de conf machine, donc il y a 3 types de machines, 3 types de conf Elasticsearch, en mode master, mode data et mode client. Mode master, c'est les nodes qui affectent les charts. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau log qui rentre, il décide dans quelle charte il faut copier donc ces logs-là. Mode data, donc c'est celui qui travaille, qui indexe tous les documents qui rentrent et qui effectue les recherches de toutes les requêtes Elasticsearch. Et les modes clients, donc ça fait une espèce de proxy où à chaque fois qu'il a une requête, donc il dit voilà, donc je vais requêter donc cette charte ici parce que j'ai une partie de données ici, ces charts-là et tout, et quand il reçoit toutes les données, il les répatrie sur les nodes clients. Il fait l'agrégation, il répond à celui qui a lancé l'appel. Un petit type qu'on a fait, c'est qu'on a segmenté les nodes data. Parce que nous, en fait, on a deux gros usages. C'est donc Kibana qui requête pas mal et les interfaces clients. Et ce qu'on ne voulait pas, c'est que si depuis Kibana, on fait une grosse requête qui fait tomber Elasticsearch, on ne voulait pas que les clients, leur interface ne marche pas. Donc, en fait, avec notre client, enfin, les nodes data, on peut les segmenter et dire, voilà, toi, c'est que pour Kibana, toi, c'est que pour les clients. Comme ça, on est safe pour des crashs, quoi. Donc, comme on a vu, la première étape, c'était de tenir la charge. Première étape, tenir la charge. Deuxième étape, ça a été de fiabiliser les métriques business. Troisième étape, c'est un peu plus dans le dur, c'est optimisation des temps de réponse des ad requests. Parce que comme je vous ai dit, dans le milieu de la tech,
Le temps de réponse idéal, c'est en dessous des 100 millisecondes, sachant qu'il faut enlever le trafic réseau. Donc, nous, on considère qu'à partir du moment où on reçoit une requête, il faut répondre environ en dessous de 50 millisecondes. Alors, une ad request, c'est quoi? Au premier abord, ça pourrait être simple. On reçoit une demande de pub, on prend une pub au hasard, on l'envoie, et là, c'est terminé. Mais en fait, c'est pas ça. Parce qu'une ad request, c'est plusieurs centaines, même plus de 1000 campagnes qui sont en compétition les unes par rapport aux autres. Pourquoi on va servir une pub plutôt qu'une autre à cette personne-là? Et ça demande un vrai traitement. Parce que pour chaque campagne, on est obligé de vérifier est-ce que la personne est située au bon endroit. Parce que par exemple, si on a une campagne à diffuser en Ile-de-France, il ne faut pas que le mec soit au Chili, quoi. Donc il y a des checks de localisation, la pression publicitaire. Est-ce que cette personne a déjà vu trop de pubs aujourd'hui? Peut-être on ne va pas l'embêter plus que ça aujourd'hui. Est-ce que ce publisher a bien plugué notre SDK ou est-ce que ce publisher est adapté pour cette publicité? Parce que vous imaginez bien qu'une application pour enfants, on ne va pas lui mettre de la pub pour des paris en ligne, par exemple. Donc on est capable aussi de choisir un peu notre public en fonction de l'application elle-même. Et comme je vous ai dit, la priorisation entre les campagnes ne va pas être la même selon la personne. S'il y a 2 campagnes qui sont éligibles pour 2 personnes différentes, peut-être que pour la personne 1, ça va être la campagne 1, et pour la user 2, ça va être la campagne 2, même si les deux sont éligibles pour les deux. Il y a un vrai travail d'optimisation là-dessus. Et pour faire tout ça, parce qu'il faut savoir que c'était très long, pour faire tout ça, en fait, c'est qu'on a essayé de segmenter notre population en fonction de son environnement. On ne s'intéresse plus à la personne, mais vraiment à son environnement dans lequel elle évolue pour pouvoir les regrouper, en fait, faire des petits tas et précalculer des pubs qui sont éligibles pour cette population. C'est ce qu'on appelle des segments. Et un segment, pour nous, chez Augury, c'est quoi? C'est en fonction de l'application, de l'heure, du pays, de la version d'Android, de la version du SDK et de la connectivité. Est-ce qu'il est en Wi-Fi ou autre? Parce que ça peut jouer sur les campagnes vidéo, par exemple. Donc, comment on a fait ça? Quand on reçoit une request, comme je vous ai dit, on a plein de checks à faire. Il y en a une vingtaine, hein, là j'ai mis etc. Mais c'est la pression publicitaire, les SDK versions, localisation, connectivité. Et en face de nous, on a au maximum plus de 1000 campagnes actives à contrôler. Donc, ce qui fait une complexité de N fois M, sachant que M est susceptible d'être supérieur à 1000. Donc, vous imaginez bien que le temps de traitement est assez important. On ne peut pas faire ça en live, à chaque appel. Donc en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est on a catégorisé les traitements. Ce qui était lié à l'utilisateur propre, notamment la pression utilisateur. Il y en a d'autres que j'ai pas mis, mais le plus simple, c'est la pression publicitaire. Donc c'est le nombre de pubs qu'on affiche par jour. Et de l'autre côté, c'est le contexte dans lequel il évolue, qui est propre à cette personne, mais qui est aussi valable pour d'autres personnes qui ont le même profil, le même mobile, la même version de SDK, etc. Et ça nous a permis aussi d'introduire les limites de campagne. Par exemple, si on a 10 000 impressions à faire sur une campagne, ça, quelle que soit la personne, c'est valable pour tout le monde. Si on a 10 000 impressions à faire, on fait les 10 000 impressions et basta. Donc, une fois qu'on a atteint les limites de la campagne, donc ce qu'on appelle nous les capping campagnes, elles apparaîtront plus, ces campagnes n'apparaîtront plus dans les contextes. Donc aujourd'hui, après avoir fait ça, après il y aura un petit schéma qui va vous expliquer encore plus en détail, mais aujourd'hui quand on reçoit une ad request, on check la pression utilisateur, on recalcule son contexte dans lequel il évolue, on va chercher les campagnes qui sont contextualisées pour ce type de personnes. Et du coup, aujourd'hui, on a une complexité de 1 fois M, sachant que M est inférieur à 20. Et donc, ce qui nous a permis de descendre notre ad request, qui était très très long, supérieur à 300 millisecondes, à 125. Donc ça, c'était une première étape. Donc là, c'est un schéma qui évolue encore, pour schématiser un peu ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ajouté le MSS2S, en fait, qui veut dire Segment to Serve, qui permet de segmenter les ad requests des utilisateurs. Il va écouter la Kafka et il va regarder tous les utilisateurs qui envoient des locks, qui envoient des tracks chez nous. Et dès qu'on voit un nouveau contexte qu'on ne connaissait pas, par exemple une nouvelle version de Android qui apparaît, on va automatiquement recalculer, regarder toutes les campagnes actives et calculer, présélectionner les campagnes qui sont valables pour cet environnement-là. Et du coup, si une personne refait un call avec le même contexte,
il suffit juste d'aller checker dans Couchbase les valeurs précalculées, les campagnes présélectionnées. Et du coup, on économise énormément de temps de traitement en live. On le fait en back, mais en live, on économise énormément de temps. Ça, c'était la première étape. Donc ça, c'était plus une petite astuce technique et architecturale. On a un peu reformulé tout ça. Et aussi, on s'est aussi attaqué au code lui-même. Alors, on s'est attaqué à l'optimisation du code Node.js. Premier message qu'on vous donne, c'est faites attention aux libs qu'on utilise parce que dans la plupart des cas, les libs Node.js font très bien leur job, mais quand on a un système à très forte charge, on reçoit plusieurs centaines de milliers de requêtes par seconde, un bout de code peut faire toute la différence. Notamment, on a eu le cas avec Carless où on s'est rendu compte que dans une lib, il faisait des clones d'objets. Bon, très bien, rien d'exceptionnel jusque-là, et c'est même très bien, c'est même conseillé pour éviter les effets de bord quand on modifie, pour éviter que ça modifie l'objet, une référence à l'autre bout du code, et qu'on ne comprenne pas pourquoi ça ne marche plus. Donc, premier truc qu'on a fait, c'est juste travailler sur des références d'objets. Parce qu'en fait, pour notre cas, en plus, on n'en avait pas besoin, car c'était de la configuration des campagnes, c'est des objets JSON assez lourds, et du coup, quand on faisait un clone, ça explosait le temps de traitement. Et une deuxième optime qu'on a fait, mais ça on vous en reparlera dans la prochaine session qui sera le 30 août, on a mis en place le gRPC pour la communication entre nos machines pour améliorer le trafic réseau de nos machines. Et ça fera l'objet d'une autre conf qui sera beaucoup plus technique pour le coup, on ira vraiment en détail dans gRPC. Et là, voici deux schémas, deux graphes. Qu'on a sorti de Graphite. Le premier, ça représente juste l'optime avec le clone des objets. On a viré tous les clones d'objets et on a travaillé que sur des références. Et on est passé de 125 millisecondes à 35 millisecondes. Donc là, vous pouvez imaginer la charge qu'on a, parce qu'un clone, ça pourrait être bénin dans un bout de code, mais quand c'est vraiment de la charge et que les objets sont grands, c'est vraiment impressionnant. On parle de 95% percentile. Ouais, on parle bien du 95 percentile. Donc, voilà. Et de l'autre côté, c'est une petite preview par rapport à la prochaine session. On a comparé deux services identiques. Un en HTTP avec le Keep Alive activé pour optimiser les connexions HTTP. Et à côté de ça, on a mis un service en gRPC. La charge là-dessus, c'est plusieurs centaines de calls par seconde. Donc en HTTP, on est entre 15 et 20, qui est déjà un très bon ratio. En bas du gRPC, on est à 3 secondes et demie. 3 millisecondes et demie, pardon. Donc on voit vraiment la différence en termes de perf. Voilà. Quatrième étape et dernière, donc optimisation du targeting. Pour l'instant, ce qu'on a vu, pour rappel, première étape, faire des optimisations pour encaisser toute la charge. Deuxième étape, optimiser tout ce qui est métrique pour suivre les campagnes, les métriques BI. Troisième étape, descendre le temps de réponse. Et quatrième étape, optimisation du targeting. Targeting, donc chez nous, qu'est-ce que c'est le targeting? Donc, comme on a dit, on a le droit, si l'utilisateur est accepté, d'utiliser leurs données, d'étudier leurs données comportementales pour essayer de afficher la publicité la plus performante pour cet utilisateur-là. Ça, on le fait donc chez nous avec tout le data. Donc on doit traiter 1 terabyte de data par jour, traiter tout ça pour essayer de matcher avec toutes les campagnes publicitaires qu'on a et pouvoir sortir des scores avec la double user campagne pour essayer de voir laquelle est la plus pertinente à chaque moment. Donc ça, comme on a dit, donc c'est des jobs MapReduce. On utilise, nous, on est chez Amazon, donc on utilise des clusters EMR. On fait beaucoup de MapReduce, beaucoup de Hive. Nous, de notre équipe, on ne fait pas trop de Spark, mais côté data, parce qu'il y a beaucoup de data scientists qui travaillent pour l'analyse de données, ils utilisent du Spark. Voilà. Ensuite, pour rappel, donc, les logs qu'on reçoit brut de tous les SDK du monde, c'est du JSON, c'est comprimé, c'est du JSON. Il faut, en plus, il y a, à cause des premières versions des SDK qui sont toujours dans la nature, hein, donc ça fait 3 ans, ils sont toujours en train de bombarder. Donc ils nous envoient donc, beaucoup de doublons, des données qui ne sont pas tout à fait propres. Donc tout ça, toutes ces data, il faut la nettoyer.
et ensuite pouvoir lancer les jobs MapReduce. Sachant qu'au début, ce qu'on faisait, c'était beaucoup de traitement de strings. En fait, même aujourd'hui, on a besoin de traiter des strings parce que nous, on a beaucoup d'événements utilisateurs, comportements, ce qu'ils font, tout ça, genre des applications installées ou usage des apps. Et de l'autre côté, donc, on a des critères des campagnes. Donc tout ça, il faut matcher. Et la façon dont on a de le matcher, c'est beaucoup de comparaison de strings. On verra ça plus tard. Une solution qu'on a pris, donc on a fait plein de trucs, mais les deux plus importants, c'est on a migré des data vers Parquet. C'est un format de données qu'on peut stocker sur S3, traiter MapReduce, donc très optimisé. Et intégration des automates dans des jobs MapReduce. On va vous expliquer plus tard ce que c'est. À l'origine, pour rappel, donc au début, en 2015, on était à 300 gigas par jour et on faisait une espèce de daily cleansing. Donc, toutes ces données qu'on recevait en JSON doublonnées, toutes brutes et tout, donc on les parsait, on les dédoublonnait. Il y avait un job Hive, en fait, des requêtes Hive qui en fait il faisait un gros buy, il essayait de traiter ça au plus vite. Ça prenait 12 machines, ces 3 outils Stark chez Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'époque, en tout cas, je sais pas, peut-être aujourd'hui il y en a plus cher, mais à l'époque c'était le plus cher. Donc ça coûtait quand même pas mal. Et ensuite, une fois que donc, le daily cleansing était fait, on faisait des job MapReduce, comme je disais, avec beaucoup de string compare, de like, pour que vous savez, c'est des opérations très coûteuses parce qu'il faut prendre chaque chaîne, il faut la comparer, donc tous les caractères. Ça prenait 8 heures par jour. Donc la somme de tout, ça fait 11. Je pense qu'on était même à plus, 13 heures de traitement juste pour calculer le targeting. Donc on faisait une fois par jour. On voyait qu'à chaque fois, on avait de plus en plus de données et que si on continuait comme ça, on ne pourrait même pas calculer une fois par jour la boucle. Voilà, cette boucle de targeting. Donc plus techniquement, cette migration à Parquet, donc on l'a fait comment? Nous, les logs bruts, on continue à les avoir en JSON tous les jours. Et du coup, voilà, ça c'est une table typique. C'est pas exactement la même table, mais pour l'exemple, ça passe. On a une table, on dit que le format c'est du JSON, ça pointe sur S3. On crée notre table en format Parquet. Et ensuite, on fait donc la procédure qui insère d'une table vers l'autre. D'accord? Donc ici, on fait un gros buy où on dédoublonne déjà tout ce qu'il faut dédoublonner, ce qui à nous intéresse de doublonner. On parse tous les champs, on les met dans le bon format, pas de souci, comme ça tout le monde peut les requêter de la façon la plus optimale. En sachant en plus que Parquet, ce qu'il fait, c'est qu'il partitionne par colonne. Du coup, si dans un fichier, en fait, il essaie de partitionner toutes les colonnes dans plusieurs fichiers. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu fais une requête Hive pour une colonne donnée, par exemple, au lieu de charger tous les logs qu'on faisait avant avec JSON, parce qu'il est obligé à tout charger, il prenait juste la colonne qui l'intéresse. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, ce qui se passait, c'est que qui dit dédoublonner, dit aussi perdre de l'info originale. Et ça, on ne voulait pas. Parce que si un jour il faut donc débugger un comportement spécifique pour un utilisateur pour savoir exactement ce qu'il a fait, si on veut débugger, on ne pouvait pas parce qu'on avait agrégé. Donc avec ça, ce qu'on fait, cette partie-là, ce qu'on a découvert, c'est qu'on peut faire des collections au centre tu peux définir une colonne Hive, un Parquet, tu peux la définir comme une collection. Du coup, ce qui se passe, c'est que nous, on fait un gros buy, donc on stocke toute l'info groupée, et ensuite, dans une espèce de collection, on met tous les logs normalement ils auraient dû disparaître. Ce qui se passe, c'est que du coup, on peut transformer le log final, on peut le retransformer en tous les logs originaux. Parce que là-dedans, on a toute l'information qu'il y avait en mode d'arrêt, en mode liste. Beaucoup d'optimisation aussi niveau conf à Hive. Donc, par défaut, en tout cas à l'époque, l'engine c'était du MapReduce. Ça, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait beaucoup d'écriture disque, c'était hyper long. Toutes les sorties map et toutes les entrées reduce, il les écrivait sur disque. Et du coup, on a migré à un engine test. Ça, ce qu'il fait, c'est un peu le précurseur de Spark à l'époque. C'est que toutes ces entrées sorties, il les mettait en mémoire si on n'avait pas besoin de les stocker en disque. Du coup, ça accélère beaucoup le process. Toutes les entrées-sorties aussi, on les compresse. Donc les sorties du Reducer, c'est du gzip, et les sorties du Mapper, c'est Snappy. Et surtout, on vectorise. Au lieu de traiter, quand on enseigne la vectorisation sur Hive, il permet de traiter des paquets de données au lieu de log par log.
Donc voilà, toutes ces confs-là, ça nous a permis d'améliorer beaucoup les temps de traitement de data cleansing, ce qu'on appelle nous le data cleansing. Par rapport au MapReduce, ce qu'on a dit au début des automates, ça c'était très intéressant. Pour explication, un job MapReduce à la base, nous, comme on l'avait dit tout à l'heure, on a plein d'événements utilisateurs, des utilisations des apps, des trucs, des comportements dans les SDK. D'un autre côté, on a plein de campagnes avec des critères. Par exemple, une campagne qu'on veut cibler, donc je sais pas, les gens qui utilisent Facebook. Donc tout ça, il faut le croiser. Ça, comme vous pouvez vous imaginer, si on veut dire voilà toutes les personnes qui ont utilisé Facebook ou autre pour cette campagne-là, il faut faire une espèce de gros inner join, si vous voulez. Et donc la complexité, c'est NM, hein, dont N, c'est des milliards de logs. M, c'est des centaines de milliers de critères pour toutes les campagnes qu'on a. On en a plus de 1000 aujourd'hui. Et en plus, en sachant que le croisement, c'est des opérations coûteuses. C'est pas juste un petit check. Du coup, là, on va passer je vais vous montrer le bout de code, pour simplifier, hein, pour vous montrer comment on a fait pour introduire les automates dans des jobs MapReduce. On va vous expliquer après les résultats des perfs. En tout cas, là, comme vous voyez... Un automate, c'est une machine à état. Hein, c'est une machine à état, ouais. Donc voilà. Alors, ça, pour ceux qui ont l'habitude de le voir, c'est une classe basique de MapReduce. Hein. Il y a donc un mapper. On peut avoir des réducteurs. Là, on n'en a pas. Mais en tout cas, c'est déjà un mapper qui justement faisait ces croisements entre les critères et les logs bruts. Ce qu'on a introduit, c'est cette partie de setup. Dans ce setup-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une machine d'état avec tous les critères de toutes les campagnes. Donc, en gros, dans le contexte, on lui passe les patterns, donc ce qu'il n'appelle pas patterns, mais en gros, c'est tous les critères pour toutes les campagnes. On fait une petite boucle. On rajoute toutes les patterns avec toutes les campagnes qu'on veut matcher. Donc, ça, vu qu'on l'a fait dans le setup, ce n'est pas encore déployé dans toutes les classes. En fait, on ne va pas l'exécuter à chaque fois qu'il y a un log d'entrée dans le map. Et par contre, dans le map, chaque fois qu'on exécute un map avec un log qui rentre, cette machine, dans la classe, elle va être chargée déjà. Et du coup, on va arriver, on va dire, get matches par rapport à cette user event. Et lui, directement, avec ces questions de quelques nanosecondes, on reçoit l'information de toutes les campagnes avec les scores qu'il faut, qui disent, voilà, donc cet utilisateur-là, par rapport à cette ligne de log-là, il est plus pertinent ou moins pertinent par rapport à toutes les campagnes qu'on a en production. Voilà, et tout ça, donc, du coup, toutes ces campagnes-là, en fait, on les écrit dans la sortie du map. Ça, avant, c'était une opération, je pense que tu peux passer au prochain slide. Remets des slides. Oui, c'est vrai. Hop, vas-y. Donc, du coup, ça, ce qui nous a apporté, c'est que, donc, en termes de logs originaux, hein, il y en a toujours pareil, hein, on en a des milliards par jour. Par contre, la complexité, hein, au lieu d'être M et être dépendant du numéro de campagne qu'on a en production, parce que chaque fois il y en aura plus et plus et plus, donc ça allait prendre de plus en plus de temps. Là, la complexité, c'est une. Parce qu'en fait, avec juste une seule requête dans la machine d'état pour chaque ligne de log, en quelques nanosecondes, on a toutes les réponses. D'accord ? Donc ça a été un gros truc chez nous, parce que ça nous a fait épargner beaucoup d'argent. Amélioration. La partie Hive, comme on disait, donc aujourd'hui, à l'époque, on disait on avait 300 gigas par jour. Aujourd'hui, on est à 1 Tera. Toutes ces optimes Hive, ça nous a permis de traiter, de cleanser toutes ces données-là en 1 heure, alors qu'avant, c'était 3 heures. Ça, on peut pas l'améliorer plus parce qu'on est à la limite du truc là. Et la partie targeting, là, avant c'était 8 heures. Grâce aux automates, aujourd'hui, on en a pour 20 minutes. Et ça, c'est complètement escalable. Le plus on rajoute de campagnes, le temps, il ne bouge pas. C'est vraiment... ça dépend, à la limite, ça dépend du numéro de log. Si le jour, on aura plus de logs, bon, ça va prendre plus de users. Ça fait aussi plus d'argent chez nous, donc on peut payer plus de machines. Voilà, donc en résumé, jusqu'ici, on a fait donc les
ces 4 étapes qu'on va détailler plus tard. Mais en gros, pour vous démontrer que depuis Augury, donc toutes ces optimes qu'on a fait, ils ont marché, et on n'a pas dû revenir en arrière. Aujourd'hui, par rapport au début, donc on arrive à traiter 10 fois plus des utilisateurs uniques qui nous appellent, 10 fois plus de requêtes HTTP par jour. Donc la charge elle augmente constamment, et par contre les temps de réponse c'est de plus en plus bas, donc on a divisé par 8 ou par 10 les temps de réponse, ce qui est très important dans le monde de la tech, comme disait David, et les calculs de targeting, donc on a passé donc, de 10 heures, on avait divisé aussi par 10 le calcul de temps de targeting. En plus en termes de croissance dans la boîte aussi, donc juste un petit rappel, à titre informatif, dans la boîte aujourd'hui, on est à 700 instances chez Amazon, donc ça, entre les clusters Europe et US. 13 bases de données Postgre. On a du Redshift aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'on utilise il y a 22 nodes Redshift qui servent beaucoup à la data pour faire tout ce qui est analytics, tout ça, c'est très important. Et en termes d'équipe, donc on a passé de 2 développeurs à l'époque à plus de 40 aujourd'hui, et comme n'importe quelle boîte tech qui fonctionne bien, toujours la recherche des gens, donc n'hésite pas. Donc voilà, donc là on vous a un peu expliqué l'histoire d'Augury et comment on a évolué, on a voulu augmenter les perfs au fur et à mesure du temps. C'est l'heure de faire un petit bilan. Donc dans la première étape, pour tout ce qui est optimisation de charge, si on a un conseil, enfin une remarque à faire, c'est essayer d'intégrer Gatling dans vos tests, dans votre intégration continuous delivery, quoi. Parce qu'aujourd'hui, nous on l'a pas encore. Et on aimerait bien l'avoir, ça nous aurait sauvé la mise plus d'une fois, parce que comme on a vu dans un environnement à très forte charge, la moindre petite modification de code peut dégrader les perfs grandement. Et ça, quand on fait des petits tests, des tests unitaires, etc., on ne s'en rend pas forcément compte au moment du dev, même au niveau des tests, des premiers tests qu'on fait. On s'en rend compte trop tard des fois. Donc voilà, si vous pouvez automatiser vos tests Gatling, ça c'est hyper important. Au départ, comme dans toute startup, on va au plus simple, on fait un serveur monolithe, on fait une API toute bête. Mais dès le départ, essayez quand même de découper par responsabilité votre code. Ça vous simplifiera la vie au moment où il faudra sortir faire des microservices et pour pouvoir scaler facilement. C'est vraiment primordial. Si on aurait eu un code spaghetti au départ, je pense qu'on ne s'en serait jamais sorti. Tout ce qui est optimisation de métriques, nous on est dans un environnement de data pur, donc si un jour vous avez la chance ou l'opportunité de travailler dans ce monde-là, conservez tous les événements utilisateurs, tous. Ça va vous permettre de analyser ce qui se passe, même remonter de la data, un peu sur le principe de l'event sourcing, même si on n'est pas, nous, on ne se considère pas comme event sourcing complètement, mais c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que si demain notre élastique il crache, on a juste à rejouer tous les locks qu'on a et tous nos tracks et nos tracks business, en fait on les récupère, quoi. On ne les a pas perdus. Réfléchissez bien aux besoins avant de choisir les outils, ça peut paraître bête, mais nous on a fait l'erreur avec Couchbase en utilisant les vues, on s'est dit ça fera l'affaire. Mais clairement, c'est vraiment des choix qu'il faut prendre. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et vraiment voir si c'est vraiment, ça répond vraiment à votre besoin, même sur le long terme. Prévoyez x10 et voilà. Comme ça, même si ça augmente vite, vous avez le temps de réagir. Nous, on n'a pas trop eu le temps, on était dans la panique. Voilà. Faites des tests d'intégration, des tests unitaires, parce que c'est la clé de la croissance du système. Nous, il faut savoir que côté delivery, on a une couverture de test entre 80 et 95% de couverture de test, selon les microservices et aussi d'utilité, parce qu'on sait très bien que tester des getters, ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est vraiment mettez le paquet sur les tests dès le début, parce que ça va vous sauver la mise quand vous devez évoluer rapidement, faire des maps au fil de l'eau. Nous, ça nous arrive de faire 10 maps par jour. Et on a notre filet de sécurité qui à chaque fois nous rappelle à l'ordre dès qu'on fait une petite bêtise. Optimisation des add requests, remettre en question constamment votre code, c'est la base.
Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément valable dans une semaine. Donc, votre code doit évoluer avec l'entreprise dans laquelle vous évoluez aussi. Il faut se relire entre nous. Je sais que moi et Carles, on travaille beaucoup en binôme, mais on se relit le code, on s'autocritique. Je sais qu'il y a des gens, ils n'aiment pas la critique, ils ont peur de se faire juger sur leur code. Mais sachez que faire relire son code, c'est aussi apprendre des choses, des remarques pertinentes, c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à remettre en question votre code tout le temps. Mesurer, sonder votre code. Nous, on a mis Graphite sur toute notre plateforme. Il y a des outils open source qui font très bien le job. Pas besoin d'aller payer des licences chères. Open source fait bien le job. Nous, on a mis des sondes partout dans le code, de manière dichotomique. On a au début des appels, à la fin des appels, au milieu, un quart, trois quarts. Et on est capable de les activer en prod si on voit qu'il y a un problème. On voit tout de suite la zone où il y a des ralentissements. Ça nous permet de faire des diagnostics beaucoup plus rapidement. Mettez en place des API techniques, c'est bête, mais des health checks, des pings, etc. Parce que quand on a 700 machines Amazon, imaginez-vous bien qu'on ne peut pas on peut pas avoir 700 mecs, un derrière chaque machine. Il faut qu'il y ait des alertes automatiques qui pingent toutes les instances et pour détecter au plus vite l'instance qui crache ou qui déconne. Amazon n'est pas parfait, il y a des instances Amazon qui crachent toutes seules. Ça arrive. Ne pas croire que les libs sont parfaites et pas croire aussi que vous n'êtes pas capable comme je vous ai dit, de critiquer le code de manière positive et d'apporter votre pierre à l'édifice. Nous, on s'est c'est comme ça que Carles est devenu contributeur du module Kafka Node parce qu'il y avait des petites lacunes, il a contribué, il a fait des PR et du coup maintenant il est contributeur et il peut valider les pull requests aussi. Contribuez, voilà, faites des PR et allez voir ce que fait les libs. Prenez pas bêtement le code parce que ça fait le job. Une petite remarque par rapport à donc, la partie targeting. On a parlé de Hive. C'est vrai que c'est une des technos les moins sexy parce que c'est la plus vieille. Bon, on peut se dire pas top. Mais par contre, pour tout ce qui est donc, transformation de données, donc traiter en one shot, faire des trucs, des group by et déplacer des données. En termes de perf, c'est le même perf qu'on peut avoir avec un Spark, un truc comme ça, parce que finalement, ce qui est le plus coûteux, c'est donc charger tous les logs, les lire, les traiter et les écrire ailleurs. Ça, Hive, Spark, ils font la même chose. Nous, on utilise du Spark, mais plus pour des trucs itératifs, donc les mêmes données qu'il faut qu'on les traite plusieurs fois pour trouver un score ou un truc comme ça. Ça, c'est la partie, donc les data scientists, ils s'en servent beaucoup. Mais vraiment, Hive, franchement, ça fait le fait, en sachant que c'est beaucoup plus robuste que dans un Spark. Un Spark, tu peux le configurer, ça marche, tu multiplies la charge par 2, tu peux avoir des problèmes. Nous, on a beaucoup de problèmes de configuration de Kafka, c'est assez connu. Alors qu'à Hive, ça marchait toujours pareil. Et après un dernier, donc ce qu'on a parlé des automates. Dans les boucles MapReduce, ça nous a changé la vie. Si on l'a mis même, ce système d'automate, on l'a mis plein de trucs dans le code, dans des autres projets, on s'en a servi. Parce que ça t'épargne beaucoup de ton machine. Et voilà, donc un dernier, là pour finir, juste un petit rappel, donc à 30 août, un deuxième talk sur gRPC. Comme on vous a dit, on commence à migrer à pas mal de services de communication entre machines chez nous, avec du gRPC, parce que ça nous fait gagner beaucoup de perf. Donc ça va être une tech beaucoup plus technique, même si bon, je pense que ça va être assez compréhensible, parce qu'on va commencer depuis le début. Pas de souci. On va faire une petite introduction d'HTTP2. Je pense qu'il y a eu un talk déjà ici d'HTTP2. On va expliquer à fond ce que c'est protobuf. On va descendre à un niveau de bit. Explication la surcouche gRPC, qu'est-ce que ça représente. Et bon, si on est chaud, on va faire une petite démo en live coding en vous montrant la perf qu'on obtient avec du Kotlin. Voilà, c'est terminé. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Voilà le micro pour les questions. Je le fais passer. Là. Qui veut se lancer? Là. J'avais une question sur les 700 serveurs. Pourquoi il y en a 700 Alors 700 serveurs, déjà, c'est y a deux, on a deux pôles, on a Europe et États-Unis. Donc déjà, il faut diviser par deux.
parce que l'architecture tient sur à peu près la moitié. L'archi, elle est dupliquée, quoi. Voilà. Ensuite, on vous a présenté qu'une toute petite partie de ce qu'on fait. C'est la partie vraiment publicité, etc. Mais comme on vous a dit, on a aussi énormément de traitements de tout ce qui est analytics, etc., qui est très consommateur de machines. On a aussi plein d'autres microservices. Là, on vous en a présenté 2, mais je crois qu'on en est à une quarantaine, je pense. On n'est pas loin de 40 microservices. Et chaque microservice est dupliqué parce que pour la résilience du système. Donc il y a toujours 2-3 machines, même s'ils ne font pas grand-chose au cas où il y en a une qui tombe. Il y a tout ce qui est les achats proxy, il y a tout ce qui... Donc ça va très très vite. Et sachant que côté delivery, on a combien de machines? En front qui communique avec les SDK, en fait, c'est les premières. En Europe, il doit y avoir une quarantaine de machines. Après, derrière, donc, il doit y avoir une quinzaine de machines pour Couchbase, pour encaisser la charge. Kafka, Elastic. Ça va très très vite. Hein. Ça vous a pris combien de temps pour introduire toutes ces optimes? Fin 2015, début 2015. Oui, en fait, le premier POC, il a sorti en fin 2014. Et donc, au fur et à mesure, c'est des trucs qui c'est un peu, quelque part, c'est du legacy que tu essayes de prendre toujours du temps, parce qu'il y a toujours des nouvelles features qui arrivent. Parce qu'une fois que ça marchouille, les investisseurs ils disent bon, il faut faire encore un truc. Donc, au fur et à mesure que les features ils avancent, on essaie toujours de trouver des temps pour optimiser l'existant. Et c'est comme ça, donc pendant 3 ans jusqu'à aujourd'hui. La machine d'état, on l'a trouvée l'année dernière. Et l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait? Le gRPC. Oui, gRPC, on l'a fait il y a quelques mois. Ouais. Moi, je me demandais les technos que vous utilisez pour les applicatifs. Vous avez cité, du coup, il y a du Node. Il y a beaucoup. Hein. Et est-ce qu'il y a autre chose? Et quelle partie à peu près On utilise du Java, du Node.js, du Rails, du Kafka, du Couchbase, du Spark, du Hadoop, du Hive, du Elastic. Ma question était un peu plus ciblée juste sur la partie applicatif, qui répond la partie API et les traitements. Alors, API, c'est Node.js, essentiellement. On a quelques petits bouts en Java, mais pas grand-chose. C'est surtout, il y a quelques microservices en Java qui n'ont pas directement contact avec les utilisateurs. Et tout ce qui est interface web, c'est du Rails. Okay. Si on a aussi, du coup, on a des interfaces qui vont sortir en, j'ai oublié, en React.js. Voilà. On est en train de refaire toutes les interfaces en React.js. En fait, nous, on n'est pas contre du moment qu'il y a un nouveau projet qui sort. Vous connaissez on a beaucoup la mentalité des micro-web services, que chaque équipe y gère eux-mêmes ce qu'ils veulent de la façon dont ils veulent. On n'est pas contre du tout, plutôt au contraire, parce que ça devient du coup un truc intéressant à faire, de changer de techno, d'essayer un nouveau truc. Je pense que c'est la bonne façon. Ça permet aux gens aussi d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses tous les jours, quoi. Alors, par curiosité, elles vous servent à quoi vos 13 bases Postgres et pourquoi du relationnel plutôt que du NoSQL? Alors, les bases Postgres servent principalement pour tout ce qui est gestion des interfaces web, notamment les comptes clients, les applications, la configuration des applications, etc. Ça, NoSQL, c'est pas du tout adapté pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on a du Postgre et on a deux interfaces, je crois. Donc, il y a des réplications avec, comme d'habitude, un master, des slaves, etc. Donc c'est pour ça qu'il y en a 13, mais c'est pas énorme. Non, après aussi on essaye de suivre un peu la logique microservice. Normalement, oui, il y a aussi ça. Ils disent qu'un microservice il doit être complètement autonome, donc un microservice a sa base de données. Et voilà. Après, c'est vrai que parfois on fait, parce qu'on n'a pas mis toutes les bases qu'on devrait si on faisait ça, parce que du coup ça ferait beaucoup plus. Mais il y a quelques-unes qui sont quand même qui sont ensemble. Mais l'idée, ce qu'on essaye de faire, c'est que les services critiques, en tout cas, ils ont leur propre base. Il n'y a personne d'autre qui touche. Si tu veux requêter des données d'une base dont tu n'as pas accès, il faut faire une API et c'est l'API qui te répond. Normalement, c'est comme ça. Vous êtes en full microservice ou vous avez d'autres... Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est full microservice. Il n'y a plus de monolithe. Ça permet aussi de faire spécialiser une équipe par rapport à
une partie de la boîte, que ce soit donc, plus la finance, plus nous, côté delivery, délivrance de publicité, plus data science. Donc, comme ça permet de faire des feature teams en fait. Voilà. Et donc chaque feature team a un ou plusieurs microservices en charge. Ils sont autonomes sur les choix de techno, sur ce qu'ils font et voilà. En parlant de monolithe, vous avez fait comment pour passer du monolithe au microservice? C'est quoi la stratégie que vous avez adoptée? La stratégie, c'est simplement qu'on a laissé le monolithe comme il était pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, on copiait le code métier, entre guillemets, qui était assez bien découpé. On crée un microservice, que ce soit du Node.js ou du Java, qui reprenait le même traitement. Et on a simplement, après, fait soit un reroutage du DNS vers le nouveau microservice avant de enlever l'ancien code, ou alors directement, si, comme là, on avait un microservice S2S qui n'avait pas besoin d'API frontale, il écoutait, c'était à la fois un consumer et un producer Kafka. Donc du coup, là, il n'y a pas de problème, on le branche et c'est terminé, quoi. En fait, je pense que... Et après, on avait aussi des petites techniques, c'est que dans les logs, on mettait des petits indicateurs pour tout ce qui était nouvelle data et pour savoir quel système devait prendre en charge le message. Parce que quand on déploie un nouveau microservice, c'est pas, la migration elle n'est pas instantanée. Il y a quelques messages qui vont être dans l'ancien système et quelques messages dans le nouveau, comme on est dans un environnement asynchrone. Et c'est vrai qu'on aurait pu le dire aussi dans la presse, c'est que la petite astuce, c'est que dans les locks, on avait mis 0 ou 1, par exemple. Et si c'était 0, c'est l'ancien système qui le traitait et le nouveau l'ignorait. Et si c'était 1, c'était l'inverse. Et ça a très bien marché. Et ça, c'était juste le temps de la transition. Après, on supprime et c'est fini, quoi. Sinon, moi, un conseil qui m'a servi beaucoup, c'est que en fait, si le monolithe il est bien fait, il a beaucoup de tests unitaires. Oui, tests d'intégration partout, à droite, à gauche. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu veux migrer, la meilleure façon, si tu veux être secure, que tu ne vas pas rater un truc, tu prends tous les tests, toutes les parties fonctionnelles que tu veux migrer, tu prends tous ces tests-là, tu les mets dans un nouveau projet et tu commences à développer à partir des tests unitaires. Et justement, est-ce que vous avez des tests fonctionnels aussi ou juste des tests unitaires? En fait, on a des tests unitaires donc pour tout ce qui est tests de fonction spécifiques, qui font un truc spécifique. Et après, on a beaucoup de tests, ce qu'on appelle d'intégration, pour chaque nouvelle feature. Donc, on moque l'entrée, on moque la sortie. Et comme ça, on est absolument sûr que cette microservice, il fait le job fonctionnel qu'il faut. D'accord. Et dernière question, par rapport au comment vous faisiez pour le déploiement, quand vous faisiez du dev, après du test. Donc, nous, on est plugué sur du Travis, donc tous les projets sur GitHub, plugué sur Travis, version payante. C'est plutôt le DevOps qui s'en occupe, mais oui, voilà. Et du coup, Travis, il déploie, il fait tourner tous les tests unitaires, il déploie sur Amazon automatiquement. Et donc, chez Amazon, les DevOps, ils ont mis en place une architecture de Chef qui s'occupe de tout, quoi. On utilise Chef et Docker. Tous nos systèmes sont dockerisés et du coup, c'est déployé comme ça. Okay. Et du coup, avec du CloudFormation, ils gèrent dans toutes les machines, tout l'autoscaling, tout ça. Même la configuration, elle est en code, c'est ça? Ouais. Okay. C'est un phrase code. Non. Une autre question? Sûr? Pour les plus timides, on pourra discuter autour d'une bière avec plaisir. Voilà. Merci. Merci.